Bien, monsieur le maire de Montpellier, président de la métropole, cher Michael, plaisir d'être ici. Marie-Thérèse Mercier, représentant la région Occitanie, et Carole Delga. Mesdames et messieurs les parlementaires, je vais aussi excuser Roland Lescure qui était invité, mais qui est évidemment dans l'impossibilité d'être ici aujourd'hui du fait de la réserve électorale. On fera attention de ne pas organiser un événement à quelques jours d'une élection majeure. J'y reviendrai dans un instant. C'est évidemment pour moi un très grand plaisir d'être ici, d'abord parce que j'ai un petit passé professionnel dans cette ville, et puis il se trouve qu'elle est aussi le berceau des énergies renouvelables. Beaucoup d'entreprises ont leur siège ici, et toutes y ont ou presque une représentation. Et finalement, ce territoire ici de Montpellier et de sa métropole mérite bien le titre assez génial que lui avait trouvé Georges Frêche avec Montpellier, la surdouée. Toujours une imagination d'avance. Alors, cher Michael, je crois que vous êtes tout à fait à la hauteur de ceux qui vous ont précédé, et que vous allez continuer à enrichir cet héritage, et sans doute en développant une politique ici qui permet de montrer qu'on peut rentrer dans la nouvelle ère de développement des énergies renouvelables en faisant une composante essentielle des projets de territoire, et faire avec l'énergie ce qu'on a fait il y a 30 ans avec le logement et l'aménagement, et en faire un vrai sujet d'aménagement du territoire. Je pense que vous nous parlerez des initiatives de la ville, mais je sais votre volonté de structurer la filière ici, d'organiser des rencontres des ENR à l'échelle de la ville. La région, Marie-Thérèse nous en parlera, n'est pas en reste non plus. Tout le monde connaît l'ambition de Carole Delga avec la région énergie positive, le rôle que joue l'AREC, et je voulais saluer son président Christian Assaf. Et puis l'État non plus, qui n'est pas en reste non plus, c'est pas toujours si simple. Et je voulais saluer l'action du préfet Pierre-André Durand et son DREAL adjoint, François Villeray, qui était hier avec tous les adhérents du CER et qui joue vraiment un rôle très très positif. Et finalement, vous tous, les acteurs publics, vous démontrez ici que dans les territoires, sur le terrain, il y a de la volonté, il y a de l'énergie et il y a des moyens de faire. Alors, c'est vraiment très bien. Je me permets modestement de vous en féliciter. Ça contraste un peu avec le contexte national auquel nous sommes confrontés, avec d'un côté, évidemment, beaucoup d'ambition, mais en réalité, des actes qui manquent à venir. Je pense en particulier au fait que nous attendons toujours le fait qu'il y ait un projet de loi de programmation énergie-climat. C'est quand même une obligation légale, c'est inscrit dans le Code de l'énergie. Nous attendons un décret de programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous attendons une stratégie nationale bas carbone. Et rien de tout ça. Or, c'est absolument essentiel parce que la transition énergétique qui bascule du fossile vers l'énergie décarbonée et les énergies renouvelables, elle ne se fait pas d'elle-même. Les signaux de marché ne vont pas dans ce sens. Et sans un accompagnement politique vigoureux, accompagné de moyens budgétaires, eh ben on aura du mal à y arriver. Alors évidemment, par les temps qui courent, les moyens budgétaires, ce n'est pas la chose la plus facile à trouver, mais regardons ce qui se passe en face. En face, c'est le coût de l'inaction climatique. Je lisais ce matin le d'une étude conduite en Allemagne et qui disait que pour 1 degré de réchauffement climatique, c'est des milliards d'euros de perte d'activité économique, c'est 12 points de croissance qui peuvent disparaître, 12 points de PIB qui peuvent disparaître, c'est considérable, absolument considérable. Et puisqu'on est à quelques jours des élections européennes, je voulais quand même rappeler l'attention de toutes et tous, mais je crois qu'ici chacun en est convaincu, sur les enjeux qui sont autour de ce scrutin à l'échelle européenne, parce que la première instance où un cadre clair et déterminé doit être fixé, c'est l'Union européenne, c'est la poursuite du Green Deal, et c'est de là que doivent venir les grandes impulsions pour faire de l'Europe un continent où la décarbonation deviendra un facteur de compétitivité. Alors j'en viens aujourd'hui à ce qui nous réunit ici, et permettez-moi de faire quelques salutations complémentaires. D'abord Xavier Daval, président de notre commission solaire, toute l'équipe du CER, les membres du bureau qui ne comptent pas leur temps. Merci Xavier pour toute l'impulsion que tu donnes à la filière. Je voulais saluer Daniel Bourg, le président d'Enerplan, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs, et c'est vraiment un plaisir de voir qu'on peut travailler en bonne intelligence de cette manière. Les représentants de l'État, je le dirai tout à l'heure, on n'est pas toujours d'accord, loin s'en faut, mais en tout cas, je voulais saluer leur capacité d'écoute, la qualité du dialogue qu'on peut avoir avec eux. Je voulais citer en particulier Hermine Durand, sous-directrice du système électrique à la DGEC, et Alexandre Israélian, directeur du projet filière industrielle à la direction générale des entreprises, tous deux qui interviendront tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas d'électricité sans réseau, donc je voulais saluer la présence ici de Christian Buchel, directeur client, territoire et Europe et membre du comité exécutif d'Enedis. Et puis, nos amis industriels, Lucas Weiss, qui est président du pôle industrie du CER et qui est également le patron de Voltex Solar, peut-être le dernier des Mohicans. Pierre-Emmanuel Martin, le président de Carbone, et Jan-Jacob Boumvikers, le président d'Holosolis. Et enfin, tous les adhérents du CER, vous toutes et tous, et je salue en particulier Antoine Hans, le représentant régional. Alors, normalement, si je fais ça, vous allez voir apparaître une jolie palme d'or, et pour filer la métaphore cinématographique, on a intitulé ce colloque « Anatomie d'une nouvelle ère » pour marquer le fait qu'aujourd'hui, le solaire dans le monde, ça se compte plus en mégawatts, plus en gigawatts, mais en térawatts, puisqu'on est aujourd'hui à environ 1,2 térawatts installés.
L'année dernière, la Chine a installé plus de panneaux solaires que l'Europe en 30 ans. L'Allemagne a quadruplé son équipement en panneaux solaires. Les atouts du solaire photovoltaïque sont connus. C'est une énergie abondante, elle est disponible partout, elle est bien répartie, elle est peu chère, elle est facilement déployable, enfin presque partout. Alors finalement, on peut donner une palme d'or au solaire. Alors la suite de mon propos vise à alerter un peu pour continuer à filer la métaphore cinématographique. Attention quand même à ce que dans cette belle dynamique mondiale, l'exception culturelle française ne nous amène pas à anatomie d'une chute. Vous croyez peut-être que j'exagère, mais la situation française est assez paradoxale, avec, je le disais tout à l'heure, beaucoup de volontarisme affiché, des projets de gigafactory, une ambition industrielle et en même temps une certaine inertie du développement du solaire en France qui se classe au 6e rang au niveau européen, derrière des pays fortement ensoleillés comme l'Allemagne, la Pologne ou les Pays-Bas. On a installé 3 gigawatts, un peu plus cette année, enfin en 2023, quand l'Allemagne en a fait 14. Et si on regarde la capacité solaire par habitant, on est à 300 mégawatts par habitant contre 1000 pour les Hollandais. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Alors, la loi d'accélération des énergies renouvelables qui était supposée donner un nouvel élan n'en est qu'à 31% d'application des textes qui étaient prévus, a organisé d'une certaine façon une forme de restriction de l'accès au foncier, et même si elle a essayé de faciliter la solarisation, par exemple, des sols anthropisés comme les parkings, on voit les difficultés dans lesquelles on se retrouve pour essayer de mettre en œuvre ces dispositions, et je passe sur les recours qui ont été déposés contre le décret sur l'agrivoltaïsme. Enfin, on n'est pas dans un contexte qui est extrêmement dynamisant. Malgré ça, les choses avancent. Alors, je ne vais pas vous abreuver de slides, mais on voulait juste en présenter une. 93,6% des objectifs atteints, on pourrait s'en féliciter. En fait, il faudrait vraiment être à 100% compte tenu des enjeux. Parce qu'il y a un très gros volume de projets en stock, là, à peu près 20 gigawatts dans les files d'attente. Et puis surtout, il faut regarder, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce graphique, et la ligne bleue en particulier, comment se développe la dynamique du solaire en France. Elle porte surtout sur ce qu'on appelle les petits objets, c'est-à-dire les installations chez les particuliers et surtout le segment des toitures, c'est-à-dire des installations entre 100 et 500 kilos. Alors, je suis désolé pour les non-spécialistes, mais vous allez voir où je veux en venir. Quelle est la caractéristique de ces installations? C'est qu'elles sont soutenues par un tarif de rachat qui a été installé en 2021 pour essayer de corriger un peu les effets désastreux du moratoire de 2010. Et il se trouve que quelques jours avant donc, la tenue de cet événement, nous avons appris par hasard, par un mail envoyé à 20h, que le gouvernement entendait significativement raboter ce tarif de rachat, qui est justement, je le répète, celui qui porte la dynamique du solaire en France aujourd'hui. C'est ça qui fait cette dynamique. Et je voudrais préciser que les objets concernés, les installations concernées, sont au moins aux 2/3 des installations dans le domaine de l'agriculture. Et dans le contexte de la loi d'orientation agricole, je crois qu'il faudrait avoir ça en tête. Donc c'est très bizarre de comprendre pour quelles raisons il y a cette remise en cause maintenant. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Ce segment-là, à lui tout seul, c'est 200 000 chantiers par an. Donc on imagine l'impact pour les PME, les maçons, les charpentiers, les électriciens, ceux qui font le terrassement. C'est 20 000 emplois. C'est 250 millions d'euros de retombées fiscales par gigawatt installé. Ça rapporte de l'IFER, de la CFE, de l'impôt sur les sociétés, des charges sociales. Ça permet d'installer entre 1 à 2 gigawatts par an, donc c'est essentiel pour la tenue de nos objectifs. Ça a un impact industriel majeur, parce que c'est ça qui permet de mettre en place aujourd'hui des dispositifs de soutien aux produits qui sont fabriqués dans les industries existantes et celles à venir. C'est ce secteur qui a l'acceptabilité sociale la plus forte. Et tous ces éléments positifs sont faciles à documenter, puisqu'en 2010, il y a eu un moratoire et que tout s'est arrêté net. Il suffit de regarder la chronique pour en être convaincu. Donc au nom des économies budgétaires, on essaie de s'aborder ce dispositif. Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui, vous êtes plus de 500, la salle est archi pleine. Je pense que le signal qu'on peut tous envoyer aujourd'hui au gouvernement, et j'en appelle à leur sens de l'écoute et à leur volonté du dialogue, c'est ne touchez pas à ce tarif, ne brisez pas, ne venez pas briser cette dynamique du solaire en France qui est déjà en difficulté par rapport à ce qui existe dans d'autres pays européens. Et le coût budgétaire de court terme n'est vraiment pas grand-chose par rapport au coût de l'inaction climatique. Donc le gouvernement souhaitait avoir l'avis des filières sur la réforme de ce dispositif. Je crois que votre présence à tous et à toutes ici, les expressions des uns et des autres, montrent que, surtout, ne touchez pas à tout ça. Alors, je voulais évoquer quelques autres chantiers qui ont occupé l'action du CER tout au long de l'année. Il y avait évidemment ce fameux arrêté tarifaire d'IS 21, avant qu'on apprenne que
il était en train d'être complètement révisé à la baisse. Et comble du paradoxe, on a aussi beaucoup travaillé sur un nouvel arrêté tarifaire qui était supposé étendre le dispositif de soutien aux installations qui vont jusqu'à 1 MW. Donc on discute pour aller jusqu'à 1 MW et puis on apprend tout d'un coup qu'on veut raboter le dispositif existant en diminuant son seuil. On a travaillé sur la publication d'arrêtés tarifaires dans les zones non interconnectées. On a aussi essayé de relancer le travail sur l'autoconsommation, qui est un secteur en plein développement. Bien évidemment, nous nous sommes avec Enerplan attachés à la question de la biodiversité, essayer de démontrer comment ces installations solaires pouvaient être tout à fait compatibles avec un objectif de préservation de la biodiversité. Et puis, je vais insister 2 minutes là-dessus. On a beaucoup travaillé sur l'accès au foncier. Les installations solaires au sol sont incontournables, elles sont cruciales, elles permettent de produire de l'électricité à un prix extrêmement compétitif et raisonnable. Elles sont aussi cohérentes par rapport aux enjeux du réseau, mais pourtant c'est tellement difficile dans ce pays d'accéder au foncier. Alors vous allez me dire, la loi fait obligation aux gestionnaires de parking, par exemple, de solariser leur parking, et je m'adresse au maire de Montpellier et au président de la métropole, surtout parce que j'ai en mémoire l'espace qui est entre cette ville et la mer. Et là, il y en a des parkings, il y en a vraiment beaucoup. Mais les gestionnaires de ces parkings, et un de leurs représentants sera là tout à l'heure, et je le remercie d'avoir accepté de venir dialoguer, considèrent qu'avec ces actifs fonciers déjà artificialisés, ils sont à la tête de quelque chose qui a bien plus de valeur que simplement accueillir des installations solaires pendant 20 ans. Je n'émets pas une critique en disant ça, je fais un constat. Il me semble que ce serait aux élus locaux surtout de dire les endroits où ils veulent faire de l'aménagement et où donc on ne va pas essayer de solariser, et puis à d'autres endroits on solarise, mais pas peut-être aux porteurs et aux foncières. Donc il y a vraiment un sujet là parce que en fait on est en train de refermer toutes les possibilités d'installer des grandes installations solaires, y compris dans les endroits où ça pourrait être le plus simple. De la même manière, il va falloir accepter quand même que le mot forêt ne signifie pas « je ne fais pas de panneaux solaires ». Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller couper des chênes centenaires pour installer des panneaux chinois, comme dirait Arnaud Montebourg. Il est quand même un peu plus intelligent ça, mais il n'est pas interdit de défricher pour mettre une installation solaire. Il n'est pas totalement interdit, enfin il ne devrait pas l'être, de faire une installation solaire sur un foncier agricole, dès lors que les agriculteurs eux-mêmes ont considéré que la terre classée agricole était sans intérêt pour l'agriculture. Donc bien entendu qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi qu'il faut absolument tout fermer. Et puis, dans le calendrier des travaux de l'année, on a aussi beaucoup travaillé sur la question des zones d'accélération, qui est un sujet important. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé là-dessus. J'en ai déjà cité Xavier Daval en tant que président de la commission solaire, mais également Vianney Delestan qui dirige le pôle éco, Lucas Weiss, le pôle industrie, et puis toute l'équipe du CERF qui accompagne ce travail. Alors pour conclure mon propos, je voudrais citer 2 exemples que je voudrais un petit peu approfondir. D'abord, l'agrivoltaïsme. On a beaucoup de discussions avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, avec Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture, et après les sujets industriels. Alors commençons avec l'agrivoltaïsme. Moi, j'ai conscience ici de m'exprimer sur les terres de Christian Dupraz. D'ailleurs, j'ai bien connu Christian Dupraz quand il était élu et militant chez Europe Écologie Les Verts. Là, ici, il est redevenu purement scientifique. On est dans la ville qui accueille le siège de Supagro. On est aussi dans une région qui est marquée par le réchauffement climatique, une région viticole, une région d'arboriculture, une région de maraîchage, une région d'élevage, bref, une région où l'agriculture peut tirer beaucoup de parti d'une combinaison intelligente des activités agricoles avec les activités solaires. Avant les dispositions sur l'agrivoltaïsme, il n'y avait pas de règles. Maintenant, il y en a. Il va falloir qu'on les fasse fonctionner. Ce n'est pas simple, elles sont certainement imparfaites, mais il faut qu'on arrive à avancer. Notre responsabilité en tant que filière, c'est éviter les comptes de référence. Éviter de faire fantasmer les agriculteurs avec des loyers complètement délirants qui laissent imaginer que tout ça est une espèce de poule aux œufs d'or qui va pousser les agriculteurs à arrêter de faire de l'agriculture pour se contenter d'encaisser des loyers. En réalité, on peut être assez transparent sur les business plans, comme on dit, et démontrer que en fait, les choses sont très raisonnables et que l'intérêt il est tout à fait partagé. Et puis, il faut aussi éviter de faire des choses trop démagogiques, comme par exemple aller attaquer le décret agrivoltaïsme, y compris en référé, ce qui, si la procédure aboutissait, aurait pour effet d'en suspendre les effets, alors que justement, on a besoin de ces règles du jeu. Donc nous avons sollicité Agnès Pannier-Runacher, que je remercie pour son engagement sur ce dossier, pour qu'il puisse y avoir un système de suivi. On l'a fait avec Daniel Bourg, avec les organisations professionnelles agricoles, avec les chambres d'agriculture, et que tous ensemble, on regarde comment les choses évoluent pour pouvoir corriger le dispositif, parce que c'est évidemment quelque chose sur lequel on compte pour tenir nos objectifs en termes de production d'énergie solaire. Pour terminer, je voulais parler des enjeux industriels. Cette jolie photo a été prise à Manosque à l'occasion de la signature d'un pacte solaire. Donc évidemment,
aujourd'hui, l'installation de panneaux solaires, ça se fait quand même beaucoup, beaucoup avec des panneaux qui sont fabriqués en Chine. Et on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quand même un enjeu de retrouver de la maîtrise dans un domaine que nous maîtrisions il y a encore quelques années de façon assez solide et pour lequel on a encore beaucoup de compétences en matière de R&D. Je pense notamment à ce qui se fait au CEA, à l'INES, à l'IPVF. Il y a encore quelques mohicans qui survivent. Je pense à Photowatt, je pense à Voltec, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a des industriels qui y croient. Je pense au projet Carbone à côté de chez nous, ici, à Fos-sur-Mer. Je pense à Holosolis. Donc il y a un potentiel, il y a de la volonté. Et on a du mal à imaginer qu'on puisse avoir une ambition sur le déploiement du solaire sans qu'il y ait également une ambition industrielle qui soit derrière. C'est une question de souveraineté, puis c'est une question tout simplement de cohérence et d'être dans son temps. C'est un peu comme si on se disait qu'on n'avait pas besoin de ciment pour construire, de produire du ciment pour construire des bâtiments. Donc les acteurs de la filière, tous ici, sont résolument engagés dans le soutien à ce développement industriel, évidemment pas dans n'importe quelle condition, mais c'est pour ça qu'une grande partie d'entre eux, moi-même au nom du CER, et ici on voit André Joffre qui représentait Daniel Bourg pour Enerplan, nous avons signé ce pacte solaire à Manosque, un certain nombre d'autres acteurs l'ont signé également. Pour que les développeurs puissent faire l'acquisition de ces panneaux, il faut quelques conditions. Le gouvernement les connaît. On n'est plus tellement loin de pouvoir y arriver. En tout cas, soyez certains que nous sommes tous, toute la filière, résolument engagés et que nous soutenons pleinement des dispositifs comme l'Induscore, comme le bilan carbone et surtout ce qui permettra d'avancer sérieusement et qui est l'application du NZIA, c'est-à-dire le règlement européen qui permet d'essayer de mettre en place de la préférence locale dans les procédures de marché et dans les appels d'offres. Donc il faut créer un marché, il faut le créer à l'échelle européenne, il y a une dynamique à mettre en place. Alors est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre ça et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, entre ce volontarisme et puis la réalité des dispositifs de soutien, l'absence de loi de programmation, l'absence de PPE? Bien, on pourrait le croire, mais je me permets de m'adresser ici à Bruno Le Maire et à Roland Lescure, qui sont des interlocuteurs de très grande qualité, qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, que cette photo-là, qui est derrière moi, qui s'affiche devant vous, elle ne doit pas rester simplement une promesse sans lendemain. Et finalement, pour conclure mon intervention, c'est ce que je voudrais dire à toutes et à tous. Je pense qu'on a tous ici les moyens de construire en France à la fois un pays champion de l'énergie décarbonée, champion de l'énergie solaire, avec une industrie qui renaît et qui se développe. On a vraiment les moyens de le faire. C'est une question de volonté. En tout cas, de notre côté, nous n'en manquons pas. Merci beaucoup à toutes et à tous.